Bonjour à tous et bienvenue à notre revue de l'actualité économique et des fonds féeriques pour le deuxième trimestre de 2024. Je me présente Nicolas Saman et je suis le vice-président adjoint au développement des affaires chez Services Investissements Féerique et je suis accompagné aujourd'hui de M. Francis Fortin, notre vice-président au placement chez Gestion Féerique. Alors, bonjour Francis. Merci, ça me fait plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui. Très content de t'avoir. Et aujourd'hui, bien sûr, avant de commencer notre conversation, on voudrait vous mettre notre mise en garde habituelle. Donc, rappelez-vous que nos conversations aujourd'hui sont à titre informationnel seulement. Donc, nous n'allons pas donner de recommandations à ce niveau-là. Et si jamais vous avez des questions et vous avez besoin de conseils, on va vous inviter à discuter avec les gens appropriés à ce niveau-là. Alors aujourd'hui, nous discuterons, on fera un retour sur le deuxième trimestre de 2024. On va bien sûr regarder les résultats des fonds et des portefeuilles féeriques. Peut-être ce que beaucoup de monde veulent discuter, c'est les perspectives, donc à quoi s'attendre pour le reste de l'année. Alors Francis, j'aimerais ça qu'on regarde un peu le survol des marchés boursiers, parce que bien sûr, c'est un peu les indices, c'est notre point de référence. Qu'est-ce qui s'est passé au deuxième trimestre et peut-être même depuis le début de l'année? Oui, absolument. Alors, les marchés boursiers mondiaux, globalement, ont évolué dans une tendance haussière, marquée par des mouvements un peu contrastés. Donc, les investisseurs ont dû composer avec un environnement économique très complexe, Oui. influencé surtout par les élections européennes. La frénésie entourant l'intelligence artificielle a aussi propulsé les grandes entreprises technologiques à des sommets historiques. Et puis, les réductions de taux d'intérêt entamées par la Banque du Canada et la Banque centrale européenne ont nourri l'espoir d'un assouplissement monétaire du côté des États-Unis également. Donc, c'est un peu dans ce contexte-là, Nicolas, que les marchés boursiers ont généralement affaire à des rendements positifs, Oui. à l'exception du S&P/TSX OK. Composite, qui représente les actions canadiennes, qui ont obtenu un rendement de moins 0,5. Les actions canadiennes ont évolué un petit peu en dents de scie pendant la période, avec un mois d'avril négatif et puis un rebondissement au courant du mois de Mhm. mai avec des secteurs comme l'énergie et les matériaux qui ont très, 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 très bien performé. Cependant, les données portant sur l'inflation qu'on a obtenues Oui. au courant du mois de juin ont amené la bourse canadienne avec ses titres cycliques à redescendre de nouveau. Et puis aussi, le ralentissement économique qui a commencé à être observé au Canada a amené les banques canadiennes à prendre des provisions pour perte de crédit, ce qui a fortement influencé le secteur des services financiers. Aussi, côté des obligations, j'ai une question à te poser, Francis. Euh, on sait que la Banque du Canada a enfin baissé pour la première fois cette année son taux au mois de juin. Alors, est-ce que ça a eu un impact espéré ou l'impact a-t-il été aussi grand qu'on l'avait voulu au niveau des obligations? Alors, l'impact a été favorable, là. L'indice obligation universelle FTSE Canada a d'ailleurs obtenu un rendement positif, comme on le voit à l'écran, de 0,9 Euh, ça a été expliqué surtout par la baisse des taux qui s'est matérialisée, là, une première baisse des taux qui s'est matérialisée de la part de la Banque du Canada, parce que les taux d'inflation là, se sont maintenus sous le niveau de 3 depuis le début de l'année. Ça donne enfin un léger répit pour les détenteurs Mhm. d'hypothèques Ouais. à taux variable, surtout. Et puis, ça permet aussi de compenser les pertes qu'on a observées du côté des actions canadiennes en plus. Euh, Au sud de la frontière, les rendements sont fortement influencés par les secteurs des technologies, plus spécifiquement des compagnies là, comme Apple, Microsoft, Nvidia, en plus d'Alphabet dans le secteur des télécommunications. Puis ça explique le rendement du S&P 500 à 5,4 euh, Il faut quand même relever que 6 secteurs sur 11 ont eu des rendements négatifs, comme quoi ces compagnies-là ont une grande influence sur l'indice boursier. Et là, ces fameuses compagnies-là que tu viens d'énoncer, est-ce que nos fonds les détiennent en majorité ou en partie? Oui, tout à fait. Donc, ben, l'ensemble des compagnies que je viens de mentionner, Nicolas, se retrouvent dans le fonds Férique Action OK. américaine. La plupart se retrouvent également dans le fonds Férique Action mondiale d'innovation. Ouais. Puis, on retrouve, entre autres, Microsoft en plus petite dose dans le fonds d'Action mondiale de dividendes, puis le fonds d'Action mondiale de développement durable. Parfait. Puis en Europe, bon, il y a eu énormément de changements. On a eu les élections en Europe. On sait aussi qu'il y a des guerres qui touchent l'Europe indirectement. Alors, comment ça se fait qu'il y a eu une si bonne variation? En fin de compte, on aurait cru que ça aurait eu un effet négatif, mais qu'est-ce qui explique la poussée vers le haut au deuxième trimestre? Oui, bien, en Europe, le marché a quand même bénéficié des données encourageantes du côté de l'inflation qui continue de descendre, d'être à la baisse. Mhm. Par contre, la situation a quand même pris une tournure très différente là, lorsque Emmanuel Macron a annoncé euh, des élections nationales avec des élections anticipées suite aux élections européennes qu'il y avait eu juste avant.
Donc, les marchés boursiers n'ont pas du tout apprécié cette surprise-là. Et puis, Rassemblement national, surtout dirigé par Jordan Bardella et puis épaulé par Marine Le Pen, qui a gagné le premier tour, a amené son lot de volatilité sur les marchés, justement, tout de suite après. D'ailleurs, l'indice CAC 40, qui est l'indice de la Bourse de Paris, s'est effondré et a perdu presque la totalité des gains là, qu'il avait réussi à accumuler depuis le début de l'année. Puis quand on regarde l'Asie et les marchés émergents, alors est-ce que la Chine a repris en fin de compte des forces à ce niveau-là? Écoute, la Chine a repris des forces jusqu'à la mi-mai, mais demeure quand même très fragile. Donc, les pays émergents et puis le marché asiatique ont eu des rendements de 3,8 pour le MSCI Asie-Pacifique et puis de 6,3 pour les marchés émergents. Donc, ces marchés-là ont largement bénéficié là, des signes de reprise économique de la Chine jusqu'à la mi-mai, comme je viens de mentionner, mais aussi de la hausse des titres technologiques, un peu comme aux États-Unis, surtout à Taïwan avec le titre Taiwan Semiconductor, qui a vraiment bénéficié là, de la frénésie de l'intelligence artificielle. OK. J'aimerais ramener un point qui est peut-être intéressant, que des fois les gens ne connaissent pas ou ne savent pas à propos des fonds féeriques, c'est notre architecture ouverte. Donc, le fait que, bien sûr, vous avez les fonds féeriques, mais il y a beaucoup de choses qui se passent en arrière où, à travers de l'équipe de gestion de placement, c'est de choisir, donner des mandats à des gestionnaires institutionnels reconnus à travers la planète pour faire la gestion des fonds que l'on a. Alors, on sait qu'il y a différents styles qui existent. Et j'aimerais savoir comment les styles des différents gestionnaires viennent impacter, en fin de compte, les variations ou les rendements. Oui, bien écoute, on va en discuter plus tard dans le résultat des fonds, mais il y a des facteurs qui ont été favorisés durant le trimestre, durant la période, entre autres les facteurs de qualité et les facteurs de momentum. On parle de facteurs de qualité quand on vise à identifier des entreprises financières qui sont solides et stables. Puis on va regarder des métriques financières, entre autres avec la rentabilité des entreprises, le faible endettement de ces entreprises-là, puis la stabilité de leurs bénéfices. Ce facteur-là va bien faire en période de volatilité ou d'incertitude, un peu comme on a connu sur les marchés au courant des dernières semaines. En contrepartie, le facteur momentum, lui, va chercher à capter des actions dont les prix augmentent plus rapidement que ceux du marché. Ils vont miser, ce facteur-là mise sur la performance des titres à court terme. Donc, les titres qui ont récemment montré une bonne performance devraient à court terme continuer sur cette lancée-là. Et puis, la tendance des prix. Donc, les titres dont les prix ont augmenté de façon significative au cours des 6 à 12 derniers mois devraient être favorisés en théorie. Donc, à l'inverse, il y a d'autres facteurs qui ont été impactés, dont les facteurs de valorisation. Donc, les titres qui sont transigés à des faibles cours ou les titres qui sont enclins à donner un dividende élevé. Ces titres-là ont été impactés quand même pendant le deuxième trimestre. Alors, au 30 juin, je vais vous montrer ici de nos fonds féeriques. C'est environ la moitié des fonds sur un an qui dépassent leur univers de comparable, donc 9 fonds sur 18 sur un an. Ça représente environ 64 des actifs totaux des fonds de gestion féerique. Sur une plus longue période, on observe 11 fonds sur 15 puis 9 fonds sur 11 pour respectivement 94 et 96 des actifs totaux sur 5 ans et 10 ans, ce qui sont en fait des résultats tout à fait enviables à moyen et long terme. OK. Alors maintenant qu'on a vu un peu la mise en table, donc on a parlé des marchés boursiers, on a parlé des différents styles de gestion. Alors regardons maintenant la performance ou les résultats qu'on a eus depuis le début de l'année, que je m'excuse, sur les différents fonds que l'on a. Oui. Alors, il y a quelques fonds qui se sont démarqués. On va commencer avec ceux-là, dont le fonds féerique revenu court terme, avec un rendement depuis le début de l'année de 2,6 Donc, ce fonds-là a bénéficié de sa surpondération aux obligations de crédit corporatives par rapport à ses concurrents. C'est aussi un fonds qui est moins impacté par les instabilités de taux d'intérêt et les anticipations de taux d'intérêt. Donc, on le voit quand on compare le rendement de ce fonds-là avec les autres rendements obligataires, en 2,6 versus moins 0,8 pour le fonds d'obligation. Du côté des actions, on a aussi le Fonds d'action canadienne qui s'est bien démarqué. Fonds d'action canadienne qui est une structure à deux gestionnaires. On a un gestionnaire qui s'appelle Connor Clark Lund, un autre qui s'appelle Franklin Bissett. Donc, du côté de Connor Clark Lund, qu'on dit communément CCNL, la sélection de titres a été particulièrement bonne, surtout avec un titre que les gens vont probablement connaître qui s'appelle Celestica dans le secteur des technologies de l'information.
Donc, CCNL aussi mise depuis le début de l'année sur les facteurs de qualité, donc était un petit peu plus prudent dans la sélection de leurs titres. Puis ça leur a payé. On a vu que ce facteur-là était un des meilleurs facteurs sur le trimestre. Et puis, de façon générale, le fonds est exposé un petit peu à l'or avec des titres comme Agnico Eagle Mines et puis Barrick Gold, qui ont été bénéfiques là, pour le Oui. fonds de manière générale. Ensuite de ça, on a notre étoile de l'année, là, que je peux dire, le fonds Ferric Action américaine, avec un rendement de 18 depuis le début de l'année. Donc, ici aussi, on a une structure à deux gestionnaires. On a le gestionnaire Columbia et le gestionnaire River Road. Donc, c'est la sélection de titres du côté de Columbia, en fait, qui a été particulièrement intéressante, avec des titres comme Apple, Microsoft, Nvidia et Alphabet, dont on a mentionné précédemment. Gestionnaire Columbia aussi, là, par défaut, un style un peu plus qualité. OK. Puis ici, il y a le facteur momentum là, qui revient avec ces titres-là qui ont bien fait l'année passée, qui continuent de bien faire, donc qui sont persistants, qui a aidé le mandat. Du côté à l'extérieur de l'Amérique du Nord, on a d'autres fonds qui se sont bien démarqués, entre autres le fonds asiatique qui fait bien cette année, un fonds, un rendement de 14,6 depuis le début de l'année. Et puis ici, c'est la location géographique qui a été intéressante avec une sous-pondération en fait à Hong Kong et puis une surpondération à Taïwan qui a été un des meilleurs marchés depuis le début de l'année. D'ailleurs, à Taïwan, un des titres que le fonds asiatique possède, c'est le fonds Taiwan Semiconductor, dont j'ai parlé précédemment, qui Oui. était un des meilleurs titres en Asie au courant de la période. Ensuite de ça, pour finir, on a le Fonds d'action mondiale d'innovation avec 13,6 de rendement, qui s'est bien défendu aussi par rapport à ses pairs. Et ici, on a plusieurs contributeurs importants, dont NVIDIA, encore une fois, et Microsoft dans les secteurs des technologies de l'information. Et puis Eli Lilly dans le secteur des soins de santé, Alphabet du côté des communications. Et puis, on a Amazon et Chipotle Mexican Grill du côté de la consommation discrétionnaire. C'est sûr que là, on a parlé des meilleurs coûts. Je ne veux pas indirectement à cause des différentiels de gestion, il y en a sûrement qui ont peut-être moins bien fait. Oui, on ne peut pas passer à côté, puis je pense qu'il faut expliquer aussi les mandats qui ont un petit peu plus de difficultés. Du côté des obligations, c'est le cas, entre autres, du Fonds Ferric Revenu mondial diversifié. Donc, il faut dire que dans sa catégorie d'actifs, les mandats ont droit d'avoir de 5 à 40 d'actions, alors que notre mandat, quand on l'a construit, on l'a fait pour avoir de 5 à 15 d'actions maximales. Il faut rappeler que ce mandat-là a été créé pour amener une diversification au fonds d'obligations canadiennes dans un Mhm. contexte où les taux étaient extrêmement bas. Et puis, si on regarde les performances à court terme, voire moyen terme, on voit que le fonds joue son rôle, hein, Oui. 0,2 versus moins 0,8 sur l'année à date. Sur un an, on a 4,6 Oui. versus 3,4. Même chose sur 5 ans, où on a un rendement légèrement plus intéressant que le fonds d'obligations. Donc, ça amène une bonne diversification de la portion obligataire dans un portefeuille. Du côté des actions, on a le Fonds d'action canadienne de dividendes pour lequel c'est plus difficile depuis un certain temps. Les dividendes élevés ont été pénalisés depuis plusieurs mois, contrairement peut-être à des titres qui paient des dividendes un peu moins élevés. Il faut dire aussi que nos concurrents ont plusieurs autres styles de gestion qui sont en faveur ces temps-ci, entre autres la croissance du dividende. Mhm. Donc, on fait la compétition à des mandats qui sont croissance de dividendes, ce qui n'est pas le cas de notre mandat ici. Et puis aussi des mandats qui ont accès aux actions américaines, alors que le nôtre est un peu plus purement actions canadiennes, OK. moins accès aux actions américaines ici. Ça n'en fait pas pour autant un mauvais fonds. Donc, c'est un très bonne addition dans le contexte de la gestion de portefeuille. Oui. D'ailleurs, tout à l'heure, tantôt, je vais vous parler des rendements de juillet. Et puis, OK. c'est un des meilleurs fonds qui s'est distingué là, Ah, pendant le mois de juillet. super. Euh, du côté actions étrangères, encore une fois, le thème du dividende, hein, on a vu que c'est un thème qui avait été difficilement Oui. un peu plus touché pendant le trimestre. Donc, le Fonds mondial de dividendes, avec un rendement de 8,4 qui a été impacté surtout par la sélection de titres et puis son allocation dans le secteur des technologies de l'information. Donc, les titres dans ce secteur-là ont tendance à payer un dividende un peu Mhm. moins intéressant et OK. moins persistant, ce qui fait que ce pas des titres qui sont favorisés par la gestionnaire de portefeuille du mandat. Super. Là, si on regarde présentement, bon, c'est les fonds à la carte. On sait que beaucoup des clients qui travaillent avec nous aiment les portefeuilles parce que c'est les portefeuilles que ton équipe gère de façon quotidienne. J'aime ça qu'on les regarde un peu puis qu'on voit où ils se situent. Parfait. Alors, ça a été un très bon trimestre, là, deuxième trimestre pour les portefeuilles, surtout du côté des portefeuilles équilibrés, croissance et audacieux.
qui ont bénéficié en fait là, de la performance du Fonds d'action canadienne, Mhm. du Fonds d'action américaine dont on a parlé, qui ont très bien performé, mais aussi de leur plus grande exposition aux actions de pays émergents. Oui. Donc, dans la revue, initialement, on a vu que c'était la région, la classe d'actifs qui avait le mieux fait, même plus que les actions américaines pendant le deuxième trimestre. Depuis le début de l'année, les portefeuilles équilibrés audacieux s'en tirent toujours bien. Par contre, portefeuille conservateur et croissance écopent par rapport aux pairs du fait qu'ils ont moins d'actions donc Oui. dans leur catégorie. Donc, c'est un petit peu plus difficile dans ce contexte-là où les actions font extrêmement bien par rapport aux obligations. Bien, merci beaucoup, Francis, pour la revue des performances des portefeuilles et des fonds. On va regarder le rétroviseur. J'aime ça qu'on regarde un peu en avant. 2024 s'annonce encore à être extrêmement intéressante, sûrement encore très mouvementée. Donc, j'aime ça qu'on regarde un peu qu'est-ce qu'on peut voir comme perspective pour le reste de l'année. Écoute, Nicolas, on va commencer avec les obligations. Oui. Donc, du côté des obligations, la baisse de taux d'intérêt de la Banque du Canada est vraiment encourageante. On en a eu une deuxième, justement, le 24 juillet, Oui. parce que l'inflation demeure en dessous du plafond de 3 depuis le début de l'année. Par contre, il reste beaucoup moins de marge de manœuvre à la Banque Mhm. du Canada d'effectuer des baisses comme ça de façon indépendante par rapport aux États-Unis. Parce que si elle devait Oui. continuer dans cette direction-là en solo, ce qui arriverait, c'est qu'on deviendrait importateur d'inflation. Oui. C'est-à-dire que le dollar canadien perdrait quand même beaucoup de valeur et les achats qu'on ferait avec nos importations coûteraient beaucoup plus cher. Donc, on est vraiment très lié à l'économie américaine, à la politique monétaire, à l'inflation et au taux d'emploi américain. Donc, ça va être à Oui. surveiller au courant des prochains mois. Ensuite de ça, je voulais adresser le risque de concentration sur le marché américain particulièrement. Donc, la frénésie autour de l'intelligence artificielle a amené le secteur des technologies de l'information à des niveaux là, inégalés depuis Oui. le début de la bulle technologique au début des années 2000. Donc, on est prêt à 35 de l'indice S&P 500 qui est dans le secteur des technologies de l'information, concentré dans un petit nombre de compagnies Mhm. en plus de ça. Donc, une correction importante de l'indice américain pourrait avoir des répercussions là, de façon C'est sûr. générale sur les marchés boursiers. Donc, c'est sûr que les élections qui s'en viennent aussi, on peut pas les laisser de côté. Il y a énormément de mouvements depuis le début de l'été. Donc, on en a déjà parlé dans le passé, c'est l'attentat, le retrait de Joe Biden pour Kamala Harris. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Alors, comment ça peut impacter, en fin de compte, le tout? Bien, c'est sûr que tout ça là, va avoir certains résultats, va avoir certaines répercussions du côté de la frontière. Par exemple, si Donald Trump devait être élu, Mhm. il y a plusieurs firmes de gestion et d'analystes qui ont fait des tentatives de voir quels seraient ces L'impact. Oui. impacts-là. On parle d'impact surtout inflationniste avec, entre autres, des tarifs sur l'importation de Oui. biens, des biens canadiens qui pourraient être impactés par ça. On parle d'un ralentissement aussi de l'immigration aux Mhm. États-Unis, ce qui pourrait créer, entre autres, une augmentation du taux d'emploi puis des demandes, une augmentation des salaires. Donc, l'augmentation de l'inflation nous ramènerait un peu dans cette spirale-là où les États-Unis ne pourraient pas nécessairement baisser leur taux d'intérêt et nous, on serait pris également là, avec un ralentissement économique et une incapacité de baisser les taux. Donc, ça va être à surveiller effectivement au cours des prochains mois. Ah, mais ça va être intéressant. Puis en même temps, j'en profite, peut-être en exclusivité aujourd'hui. On vous annonce en primaire que le 31 octobre, on va avoir une présentation sur l'heure du midi avec M. Raphaël Jacob sur les dénouements des élections qui auront lieu le 4 novembre. Donc, 3-4 jours avant les élections, on aura un webinaire dédié à ça. Donc, vous pourrez poser des questions, on aura une belle perspective. On saura beaucoup plus où on en est rendu à ce moment-là. Donc, vous pourrez vous suivre sur le site de ferric.com dans les événements. Vous pourrez vous inscrire à ce niveau-là et participer, bien sûr. Ah, c'est sûr que je ne vais pas manquer ça. C'est sûr d'être là, oui. Écoutez, peut-être, Nicolas, pour finir, une petite mise à jour sur le mois de Oui. juillet, étant donné qu'on a fini le mois de juillet. Les marchés sont volatiles depuis le début du mois. Le SP 500 a enregistré un rendement Ouais. légèrement négatif. Là. Il y a eu une effervescence au début du mois, encore une fois, avec les titres technologiques qui poursuivaient sur leur montée. Oui. Mais dès qu'il y a eu la panne de Microsoft, les investisseurs ont remis en question, en fait, la capacité de ces grandes compagnies technologiques-là à être les gardiens de Ouais. l'intelligence artificielle. Le Nasdaq a baissé de façon encore plus importante que le S&P 500. Puis du côté Canada, par contre, on s'en tire très bien avec un rendement de plus de 3 sur le mois de juillet. On a en fait observé un renversement de la tendance du deuxième trimestre OK. où les services financiers, les matériaux ont repris du poil de la bête, justement. Des anticipations de baisse de taux qui continuent, qui donnent des rendements positifs, encore une fois, sur les obligations canadiennes pour le mois de Mhm. juillet.
Parmi les meilleurs fonds, on observe le Fonds d'action canadienne de dividendes, donc j'en ai OK? parlé précédemment. C'est le fonds qui a obtenu le meilleur rendement au courant du mois. Comme quoi, les changements de tendance ou de style peuvent avoir une importance dans la Absolument. construction des portefeuilles. Parmi les plus faibles, à l'inverse, on voit le Fonds d'action mondiale d'innovation qui a eu un rendement négatif, fortement influencé par ce qui s'est passé du côté technologique en fin de mois de juillet. Du côté des portefeuilles, ils s'en sortent très bien, des rendements autour de 1,1 à 1,6 qui bénéficient de la diversification qu'on leur apporte quand on les construit, toujours avec une vision à long terme pour les clients. Donc, moi, je vais conclure sur cette note-là. Je vais te laisser peut-être les mots de la fin, Nicolas. C'est gentil, merci beaucoup. Et merci d'avoir écouté notre petite conférence qu'on a fait aujourd'hui. N'oubliez pas que si vous avez des questions, vous pouvez toujours contacter les conseillers de service d'abaissement ferrique du lundi au jeudi de 8 à 8 et le vendredi de 8 à 5. Vous avez aussi accès à votre portail. Alors, on vous remercie d'avoir écouté notre conférence aujourd'hui et on vous dit à la prochaine.